Nous allons voir pourquoi et comment utiliser le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié, PREFQ. Le protocole est né d'une constatation du docteur Philippe Bardot, médecin de médecine physique et de rééducation. Les patients présentant une atteinte neurologique chronique, par exemple les scléroses en plaques, maladie de Stromfeld-Lorrain, accident vasculaire cérébral au stade des séquelles, venaient faire un séjour d'1 mois en centre de rééducation. Ils étaient contents des progrès réalisés en fin de séjour, mais les bilans validés utilisés habituellement pour ces patients ne montraient aucune amélioration, ce qui était plutôt décourageant pour les patients et pour toute l'équipe des rééducateurs. Alors on peut citer parmi ces bilans les bilans fonctionnels comme la MIF, mesure d'indépendance fonctionnelle, l'échelle de Bartel, le Time Up and Go Test, le 6-Minute Test, les bilans de spasticité comme l'échelle d'Ashworth modifiée, les bilans de sensibilité, etc., etc. En fait, la seule preuve de l'efficacité d'un séjour d'1 mois en centre de rééducation était la satisfaction du patient. Prenez l'exemple d'un patient qui marche avec une canne 50 mètres en début de séjour et qui arrive, après avoir bien travaillé, à faire 300 mètres en fin de séjour. Eh bien, avec la mesure d'indépendance fonctionnelle, la MIF, la cotation est la même, indépendance modifiée, il marche toujours avec une canne. Alors c'est très décourageant et très contre-productif pour les patients et pour l'équipe de rééducation. C'est à partir de ces constatations que toute l'équipe du centre de rééducation s'est mise à réfléchir sur un protocole qui permettrait de quantifier les petits entre guillemets progrès des patients lors des séances de rééducation. C'est un protocole qui va rapidement devenir indispensable en kinésithérapie dans le centre de rééducation, mais aussi aux patients lorsqu'ils retournent en kinésithérapie libérale. Il y a des kinésithérapeutes qui utilisent en libéral ce protocole pour leurs patients, pour prouver les progrès réalisés par ces patients. Un autre objectif de ce protocole est de donner aux patients une connaissance des résultats, encore appelé CR. La connaissance des résultats est considérée comme un facteur important par les spécialistes de l'apprentissage moteur. La CR permet de fixer un objectif à dépasser. Par exemple, si le malade a marché avec des cannes sur 35 mètres aujourd'hui, demain, il va essayer de dépasser ces 35 mètres et de marcher peut-être 40 mètres, peut-être plus. Donc, voilà comment on motive un patient en lui donnant une connaissance des résultats. La quantité de pratique dans ce protocole permet d'améliorer la qualité gestuelle par auto-organisation des mouvements. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Bien, les paramètres spatiaux et temporels du mouvement s'améliorent. Il y a également une diminution du coût énergétique et de la demande attentionnelle. On obtient ainsi un geste parfaitement adapté aux possibilités du patient, parfaitement adapté à sa pathologie. Ce sont des éléments très discrets, le coût énergétique, ça ne se voit pas, la demande attentionnelle, c'est difficile à voir, et les paramètres spatiaux et temporels sont très discrets. Ce qui se voit, c'est l'amélioration de ce qui est noté dans le protocole. Par exemple, l'augmentation du périmètre de marche. Si le périmètre de marche augmente, on peut être sûr que les autres paramètres du mouvement vont suivre. C'est pour ça qu'on appelle ce qui est noté le paramètre de contrôle, ce qui permet de contrôler les autres composantes du mouvement. Ce protocole permet de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie
que présentent la plupart des patients avec une atteinte neurologique chronique. La plupart des exercices de ce protocole sont des exercices fonctionnels, comme la marche, la montée des escaliers, ou bien le changement de position comme assis debout et debout assis. Pourquoi le choix d'exercices fonctionnels? Eh bien parce que lorsqu'une pathologie neurologique, comme un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux ou un syndrome extrapyramidal s'aggrave, automatiquement le fonctionnel se dégrade. Inversement, si le patient effectue des progrès fonctionnels, ça veut dire qu'il contrôle mieux sa pathologie, quelle que soit la pathologie. Le protocole se présente sous la forme d'une liste d'exercices parmi lesquels il faudra choisir au moins un exercice à effectuer par le patient à chaque séance de rééducation. C'est parfois le cas pour quelqu'un qui est en début de progression très fatigable. Dès que possible, le patient devra effectuer 4 exercices quantifiés. En fait, il y a 4 listes, et dans chaque liste, il faut choisir un exercice. Alors, premièrement, les exercices de déplacement, en particulier la marche avec canne, sans canne, etc. Donc, il faudra choisir l'exercice adapté. Deuxièmement, les escaliers. Là aussi, il faudra choisir avec la rampe, sans la rampe, les 2 pieds par marche, ou bien en alternant. Troisièmement, les exercices de changement de position. Par exemple, assis debout assis, avec un siège normal, ou assis debout assis, avec un siège surélevé. Quatrièmement, un exercice qui consiste à tenir une position, qu'on a mis en dernier, car c'est le moins important. Si jamais le patient est trop fatigué pour le faire, c'est pas bien grave, parce que ça ne permet pas de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie, car c'est des exercices statiques. À partir du choix effectué en début de progression, une rééducation par apprentissage répétitif s'instaure à chaque séance de rééducation en utilisant ces 4 exercices clés. Si la prise en charge du patient est efficace et si les exercices du protocole sont bien choisis, les performances s'améliorent à chaque séance de rééducation ou presque. Ce protocole est à la fois un bilan et un traitement, c'est la notion de bilan-traitement. Il permet à chaque séance de rééducation de détecter et de valoriser les petits progrès du patient qui sont si importants pour la motivation du patient, mais qui permettent aussi l'enregistrement de la progression lors des séances de rééducation. Pour un patient donné, le choix d'un exercice se fait en fonction de sa difficulté. Si l'exercice est trop difficile, le patient va se décourager. Si l'exercice est trop facile, le patient va se démotiver. Nous allons voir maintenant la cotation des exercices. En ce qui concerne les déplacements, la cotation, c'est la distance parcourue par le patient sans temps de repos, cotée en mètres. 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres, 200 mètres, etc. Il ne faut pas presser le patient en début de progression tant qu'il n'arrive pas à faire 500 mètres, voire 1 km comme le préconise Francis Laurent. Ça ne sert à rien, même c'est contre-productif de vouloir qu'il aille vite. C'est contre-productif de chronométrer la marche d'un patient en début de progression. Le sujet risque de tomber s'il va trop vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des tests comme le 6-minute test ou le time up and go test en début de progression. Il faut que le patient ait le temps d'assurer son équilibre et de découvrir sa vitesse confortable de marche, sa vitesse de marche dans laquelle il est le plus stable. Deuxième exercice que le patient devra faire chaque fois que possible, chaque fois qu'il est capable de le faire, c'est la montée et la descente des escaliers.
La cotation se fait en nombre de marches franchies par le patient. S'il franchit une marche, eh ben on lui met 1, 2, on lui met 2, 60, on lui met 60, et plus, si 80 par exemple, on lui met 80 marches. Voilà, chaque marche compte. C'est pas compliqué. Alors, il y a des exercices de monter des escaliers, et il y a des exercices, bien sûr, de descendre les escaliers. Par exemple, il peut monter les escaliers sans se tenir à la rampe. Par contre, la descendre, c'est un petit peu plus impressionnant. Il peut descendre les escaliers en se tenant à la rampe. La montée et la descente des escaliers améliorent indirectement la marche. Troisième exercice de ce protocole, les changements de position. La cotation se fait en nombre de répétitions. Cotation 1, sans l'aide d'une tierce personne, une exécution. Cotation 2, sans l'aide d'une tierce personne, 2 exécutions, etc. Cotation 60, 60 exécutions sans l'aide d'une tierce personne. Voilà un exemple de changement de position, passer de la position assise à la position debout et revenir en position debout avec appui sur un objet stable. C'est un exercice important pour renforcer les muscles antigravitaires des membres inférieurs. Très bien, voilà 30, c'est un préalable à la marche. Prends-lui la main pour qu'elle ne tombe pas d'un seul coup et on le remet au fond du fauteuil, enfin il se remet, puisqu'il doit pouvoir y arriver, au fond du fauteuil, tranquille. Très bien, bravo. Quatrième et dernier exercice, la tenue de position. Par exemple, tenir debout, chronométré. Cotation de 10 à 120 secondes. Si le sujet est incapable de tenir la position 10 secondes, ça veut dire que c'est trop difficile. Si par contre il arrive à le faire plus de 120 secondes, c'est que c'est trop facile. Donc il faut trouver un exercice d'une difficulté moyenne. Nous allons voir comme exemple la tenue de position debout, les yeux ouverts et les pieds joints chez un patient qui présente une sclérose en plaques. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le chronométrage s'arrête lorsqu'on se tient. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le rééducateur compte à haute voix pour donner au patient une connaissance extemporanée des résultats, ce qui améliore les performances. Il ne s'agit pas d'un protocole totalement figé. Si les exercices que le thérapeute fait pratiquer ne figurent pas sur cette fiche, il peut modifier la description des exercices. Par exemple, le rééducateur peut écrire « escalier avec une canne et la rampe ». Nous allons voir un témoignage. Il s'agit de cette patiente que vous pouvez retrouver intégralement sur la vidéo intitulée « Bilan traitement de la sclérose en plaques en kinésithérapie libérale ». Elle montre qu'un kinésithérapeute qui avait reçu la fiche sans aucune explication a su trouver pour sa patiente les exercices qu'il fallait faire et qu'il a très bien su faire progresser. Témoignage d'une patiente sur la fiche de bilan et de traitement distribuée par le réseau PACASEP. Le docteur Bardot m'a donné une fiche à remettre à mon kiné avec des exercices à faire. Donc c'est comme ça que vous avez donné cette fiche à mon kiné. Et rien qu'en lui donnant la fiche, il a su tout seul, en la lisant, il a su l'utiliser. Absolument. Et on a progressé, il chronométrait mes exercices. Il mesurait les distances. Il mesurait le nombre de marches quand vous... Le nombre de marches, et il a su évaluer donc les progrès que vous faisiez dans les changements de position, en particulier couché assis, assis debout au sol et retour en position debout. Donc tout ça il a réussi à le faire
Sans autre explication que la fiche. Que la fiche. Très bien. Et vous, vous êtes aperçu que vous faisiez des progrès à ce moment-là? Je me suis rendu compte que je faisais d'énormes progrès. Déjà, la marche, Oui. je marchais davantage. J'arrivais à monter des escaliers beaucoup plus facilement. Je faisais des exercices, j'arrivais à descendre, à sortir du lit plus facilement, à bouger différemment et beaucoup mieux. Voici la fiche remplie par son kinésithérapeute libéral. On voit qu'il a parfaitement compris ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas remplir tous les items, mais seulement l'item pertinent qui correspond à cette patiente. Ici, il a choisi marche avec une canne anglaise et on voit parfaitement la progression, puisqu'on est passé de 100 mètres à 150 mètres et puis à 200 mètres au fil des séances. Voilà la déambulation de cette patiente qui se faisait avec une seule canne anglaise et qui était limitée essentiellement par la fatigue. Entre chaque exercice, il faut se reposer, c'est impératif. C'est beaucoup mieux de mettre un coussin sous les genoux pour casser le schème d'extension chez cette patiente qui a plutôt tendance à l'extension. Donc voilà une position de repos qui permet de respecter la règle au moins autant de repos que de temps de travail entre chaque exercice et si possible beaucoup plus de temps de repos que de temps de travail. Ça fait partie de la rééducation. Alors on voit que parmi les items dans les escaliers, il a choisi rampe plus canne anglaise puisqu'il a ajouté à la main, puisqu'il n'a pas trouvé ça dans la fiche, donc il l'a rajouté à la main. On peut rajouter des items dans cette fiche, c'est pas une fiche qui est complètement figée. Et on voit que le nombre de marches franchies par cette patiente a augmenté. Il est passé de 13 lors de la première notation à 16, et puis progressivement on est arrivé jusqu'à 20 marche d'escalier franchie par cette patiente. Alors voilà comment elle monte les escaliers avec la rampe d'un côté et une canne anglaise de l'autre côté. Chaque fois qu'elle monte un pied sur la marche supérieure, elle sollicite la flexion. Et l'on sait que cette flexion est déficitaire par rapport à l'extension chez ces patients spastiques qui marchent. Donc, voilà un bon moyen de solliciter les fléchisseurs. Albert l'avait déjà écrit, de faire travailler les escaliers, ça améliore indirectement la marche. Qui peut le plus, peut le moins, mais là en plus on a un argument sur le travail des fléchisseurs. Et vous voyez sur cette vidéo qu'elle est en train de battre son record. On est parti de ce qu'avait fait son kinésithérapeute libéral, et en centre de rééducation, on a pu aller encore plus loin dans les progrès réalisés par cette patiente. Alors on peut compter à haute voix 25, 26, 27 et 28 records battus. C'est une connaissance extemporanée des résultats qui permet de maintenir la motivation. On voit qu'il y a eu également des progrès en ce qui concerne la tenue de position avec les yeux ouverts qui est passé de 38 secondes à 120 secondes. Le travail de l'équilibre statique se fait pour cette patiente devant un objet stable, une table par exemple, qu'elle doit lâcher, et avec une chaise placée derrière elle pour plus de sécurité. Quand elle se sent, bien, le kinésithérapeute compte 1, 2, 3, ce qui lui donne une connaissance là aussi extemporanée des résultats, ce qui permet d'améliorer la performance et de chiffrer. Il faut chiffrer, il faut quantifier les performances. On voit que les changements de position n'ont pas beaucoup été améliorés, ils sont restés au même chiffre. Peut-être parce qu'il y a eu trop de changements de position d'effectuer, il aurait fallu peut-être cibler sur 1 ou 2 simplement. Mais plus probablement parce que c'était la première version du protocole et le paramètre de contrôle n'était pas performant. Dans la première version, on utilisait un paramètre de contrôle inspiré par la mesure d'indépendance fonctionnelle, la MIF, et statistiquement, comme on le verra en bibliographie, ça ne fonctionnait pas. Donc le choix d'un paramètre de contrôle, c'est quelque chose de capital dans un protocole comme celui-là.
Son influence sur la progression des exercices est très importante. Alors voilà comment elle passait de la position debout à la position au sol avec l'aide de son lit. C'est un item qu'elle avait également travaillé avec son kinésithérapeute libéral. Une fois au sol et bien installé au sol, eh bien on revient en position debout et si possible, bien sûr, plusieurs fois pour faire travailler l'endurance. Voilà, ici, comment elle faisait pour se remettre debout. Très bien. Dans ce protocole, les exercices sont soit écrits en caractères gras et bleus, soit écrits en simple caractère noir. Les exercices qui sont en gras et en bleu sont utilisés essentiellement en cas de faiblesse des muscles fléchisseurs ou de prédominance des muscles extenseurs qui sont par exemple trop spastiques. Inversement, les exercices en noir sont utilisés en cas de faiblesse des muscles extenseurs ou de prédominance, de spasticité des muscles fléchisseurs. Par exemple, la marche sans canne, c'est écrit en noir et en petits caractères. C'est très bien lorsqu'il y a une faiblesse des muscles extenseurs, car ça renforce les influx extensogènes, les influx en extension. Ça renforce l'extension. Alors que marche plus membre inférieur lesté, c'est écrit en gras et en bleu, ça renforce plutôt la flexion, les muscles fléchisseurs, ça lutte contre une trop grande activité des muscles extenseurs, s'il y a une spasticité en extension, ça envoie donc ce qu'on appelle des influx flexogènes, des influx en flexion. Prenons l'exemple de ce patient qui avait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie. Vous voyez que les releveurs du pied sont insuffisants, alors que le triceps est spastique. Son genou plie très peu. Il a une prédominance des influx en extension. Une faiblesse des fléchisseurs. Vous voyez qu'avec un poids, il est obligé à chaque pas, par auto-organisation, de soulever son pied, et à ce moment-là, ça fait un peu comme une espèce de manœuvre de Strompel, c'est-à-dire que les releveurs du pied deviennent plus actifs, et le genou se plie beaucoup mieux. Donc, simplement, en rajoutant un poids, on modifie complètement sa marche, ça on le savait depuis longtemps, et on fait dans le même temps la correction de la marche, et le renforcement musculaire des fléchisseurs et l'inhibition des muscles extenseurs qui sont trop spastiques. On sait depuis longtemps que lorsqu'on renforce les muscles fléchisseurs chez un sujet qui a de la spasticité, il y a une amélioration automatique de la marche par auto-organisation des mouvements. On peut citer par exemple ce travail de Robineau et collaborateurs qui a bien démontré cette action que le renforcement des fléchisseurs entraîne automatiquement une amélioration de la déambulation. Nous avons maintenant suffisamment de connaissances pour utiliser la version imprimée sur un papier du protocole PREFC. Nous allons voir maintenant, pour aller plus loin, les fonctions disponibles sur la version Excel de ce protocole. Comme sur la version que l'on a imprimée, la fiche ne sera remplie qu'en début de prise en charge, puis environ tous les 15 jours, bien que les exercices choisis seront effectués et quantifiés à chaque séance de rééducation pour favoriser le réentraînement. Lorsqu'on veut écrire la performance d'un patient sur le document Excel, la première chose, c'est de mettre la date. Eh bien, la date, il faut la mettre comme on le voit
sur l'image 02 un espace, 10 un espace, 20. C'est comme ça qu'il faut noter le 2 octobre 2020. Il ne faut pas mettre de slash, c'est-à-dire de barre oblique, entre 02 et 10 et entre 10 et 20. Parce que sinon, le document Excel croit qu'il s'agit de division. À ce moment-là, ça ne s'affiche pas. Sur le protocole Excel, il y a les mêmes listes d'exercices que sur la version imprimable en PDF, mais lorsqu'on clique sur un exercice, automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui vous montre, qui vous explique comment réaliser cet exercice. Par exemple, pour l'exercice consistant à tenir la position triple flexion des deux membres inférieurs, vous avez, si vous cliquez dessus, cette photo qui vous montre comment il faut tenir cette position, si possible, chronométrée pendant 2 minutes. Il y a aussi une explication. Par exemple, pour l'exercice triple flexion des deux membres inférieurs, on trouve le patient est couché sur le dos avec les deux membres inférieurs fléchis sur la poitrine. Il doit rester dans cette position, entre parenthèses chronométrage. Cet exercice ne présente aucune difficulté pour la majorité des sujets sains. Cependant, il est beaucoup plus difficile pour les patients présentant un syndrome pyramidal avec spasticité, même très faible, prédominant sur les extenseurs. Cet exercice est donc avant tout destiné aux patients présentant un déficit des muscles fléchisseurs des membres inférieurs et ou une hyperactivité des extenseurs. Par exemple, une spasticité prédominant sur la triple extension. Sur la version Excel, il est possible de calculer automatiquement la vitesse de marche. Prenons par exemple, si on a choisi marche plus membre inférieur lesté. On marque 900, pas 900 mètres. Si vous marquez un M, il ne pourra plus rien calculer, évidemment. Durée du déplacement en minutes, 20 minutes. Alors 20, il faut marquer 20 et pas minute MN. Sinon, là aussi, il ne pourra pas calculer. Et à ce moment-là, c'est quasiment fini, mais il faut cliquer dans une autre case, de manière à ce que au-dessous, vous ayez le calcul automatique de la vitesse. La vitesse de marche est calculée de 3 manières différentes, en km/h, ce qui est le plus simple, mais pour certaines études, il est important d'avoir le temps en secondes sur 7,50 m, 25 pieds, notamment pour les scléroses en plaques, c'est très utilisé. Et puis, souvent, les gens aiment bien avoir la distance en 6 minutes, le 6 minute test, déduit de ce calcul. Donc voilà, 3 manières différentes de calculer la vitesse. On l'a déjà dit, le calcul de la vitesse n'est pas intéressant en début de progression. Par contre, quelqu'un qui marche depuis longtemps, qui a réussi à marcher une vingtaine de minutes, on peut commencer à lui demander d'aller plus vite si on est sûr qu'il ne tombera pas. C'est également vrai pour des patients qui marchent plus d'1 kilomètre, et là aussi, il faut être sûr qu'il ne va pas tomber si on lui demande d'aller plus vite. En conclusion, on peut dire que ce protocole est souvent associé à d'autres techniques de rééducation ou d'auto-rééducation. Par exemple, étirement ou auto-étirement, renforcement musculaire, etc. Il constitue la preuve de l'efficacité de toutes ces techniques de rééducation des membres inférieurs, en particulier dans les affections neurologiques. Dans une pathologie chronique, ce protocole ne prétend pas faire des miracles. Il permet simplement d'apporter la preuve que le patient progresse à l'intérieur de son handicap. Autre avantage, le protocole de rééducation de l'équilibre fonctionnel quantifié permet de cibler les exercices les plus importants sans perte de temps, en particulier les exercices qui permettent de lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie. Nous allons voir comment les études qui ont été publiées ont pu faire évoluer le protocole PREFC.
Les choses intéressantes commencent avec Bardot qui a étudié 128 dossiers de patients présentant une sclérose en plaques et qui l'a présenté au congrès de la SOFMER. Ces patients avaient été traités par le protocole tel qu'il existait à l'époque. Les différents items avaient été améliorés par les patients et c'était donc satisfaisant, sauf pour les changements de position, où l'amélioration n'était pas très bonne. 40% d'amélioration chez les hommes et seulement 29% d'amélioration chez les femmes. Donc, il fallait faire quelque chose. Alors voilà le coupable, la cotation des changements de position qui ne convenait pas. Cette cotation a plusieurs défauts. Premièrement, c'est une cotation de 0 à 5, comme le testing musculaire. Or, 0 à 5, c'est très insuffisant pour enregistrer les petits progrès du patient à chaque séance de rééducation. Cette cotation manque donc de sensibilité. Deuxièmement, cette cotation utilise l'aide manuelle d'une tierce personne, en s'inspirant de la MIF, mesure d'indépendance fonctionnelle. Or, l'aide manuelle ne facilite pas l'auto-organisation du mouvement, ne facilite pas l'apprentissage. On a donc décidé de changer cette cotation pour la cotation actuelle que vous connaissez déjà. Je vous rappelle que la cotation se fait maintenant en comptant le nombre de répétitions réalisées par le patient, sans aucune aide manuelle, et qu'il faut bien sûr aménager les conditions de pratique pour que l'exercice soit réalisable avec une difficulté moyenne. Le rééducateur surveille le patient s'il y a un risque de chute, mais il évite de le toucher car cela nuit à l'auto-organisation des mouvements, cela nuit à l'apprentissage, cela nuit au contrôle de l'équilibre par le patient lui-même. Prenons l'exemple de cette patiente que nous avons déjà vue et qui faisait l'exercice consistant à se mettre au sol et à se relever. Avec l'ancienne cotation, la progression s'arrêtait à 3 exercices. C'est mieux que rien, mais c'est insuffisant pour réaliser un entraînement sérieux avec le maximum d'efficacité. C'est insuffisant pour peaufiner le geste par la méthode des essais et des erreurs et l'auto-organisation des mouvements. On voit très bien sur cette vidéo que ces gestes manquent d'assurance et qu'elle peut encore faire des progrès avant de passer à l'étape suivante, se mettre au sol et se relever sans autre appui que le sol. Ce changement d'échelle a été très fructueux et a été mesuré. Toutes ces données ont été publiées dans un article intitulé « Évaluation de l'efficacité d'un protocole de rééducation basé sur l'auto-organisation des mouvements » qui est apparu dans Kinésithérapie, la revue. Cet article montre qu'avec la nouvelle échelle d'évaluation, les changements de position ont eu une amélioration spectaculaire par rapport à l'étude précédente. On trouve pour les mêmes types de patients des scléroses en plaques, dans le même centre de rééducation, une amélioration des performances des changements de position dans 92 des 112 dossiers exploitables, soit 82% des patients. Cette histoire illustre le fait que n'importe quelle cotation ne peut pas être un bon paramètre de contrôle. La cotation utilisée doit pouvoir servir de connaissance des résultats aux patients, simple et précise, pour pouvoir détecter les petits progrès que le patient réalise à chaque séance de rééducation. Les cotations habituellement utilisées par les médecins, comme la MIF, mesure d'indépendance fonctionnelle, l'échelle de Bartel, le Time Up and Go Test ou le 6-Minute Test sont parfaitement adaptés aux besoins de ces médecins. Ils permettent, dans un temps minimal, de pouvoir prescrire la rééducation, l'appareillage, de calculer le taux d'invalidité. Ils permettent aussi de mesurer la charge de travail du personnel soignant, infirmières et aides-soignantes, mais ils ne répondent pas aux besoins des rééducateurs. Ils ne peuvent pas servir de connaissance des résultats aux patients. Ils ne peuvent donc pas motiver ces patients.
Dans le protocole PREFC, les 4 paramètres de contrôle ont été conçus et testés par des rééducateurs. Dans l'article publié dans Kinésithérapie la revue, on peut voir que ces 4 paramètres ont prouvé leur efficacité en rééducation.